déçu de ma vie. I'm going to keep them out of this house. I'm going to blow my brains out right on this program. Here, the old gods aren't dead. And what of the true God? He's dead. They call him Silence because wherever he goes, the silence of death follows. Talk radio! It's the last neighborhood in town. People just don't talk to each other anymore. Let's go to the first caller. I don't know my way home. That's okay. I don't either. The day will come for you, Barry. And there will be a reckoning. Yeah, it's HubSpot. And I'm just one punch away. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Bonjour, bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à cette dernière édition pour la saison hivernale du 7e Antiquaire. Cette semaine, on continue. En fait, il va y avoir on va peut-être, nous aussi, diverger de la ligne directrice. La semaine passée, je vous avais promis qu'on parlerait de House of the Laughing Windows. Malheureusement, entre ce temps, en fait, mardi soir passé, on a appris le décès du grand auteur Kurt Vonnegut Jr. Et ça m'a un peu motivé à en faire une émission, de parler de ce grand auteur de science-fiction et de satire politique, Monsieur Vonnegut. Pardonnez-moi, je mets toujours un R dedans, je sais pas pourquoi. C'est Kurt Vonnegut. Et cette semaine, donc, on va parler de l'adaptation d'un de ses plus importants romans, Slaughterhouse-Five, un film qui est sorti en 1972. Slaughterhouse-Five, adaptation de Kurt Vonnegut Jr., réalisé par George Roy Hill, réalisateur fort connu pour ses collaborations cinématographiques américaines durant les années 60-70 en fait, particulièrement pour des films comme Butch Cassidy and the Sundance Kid, évidemment The Sting, et pour tous ces grands fans de hockey, c'est aussi le réalisateur de Slapshot, l'original, pas le remake avec le Baldwin. Il met en vedette un acteur qui a réussi à passer et qui n'a pas réussi à passer à la frontière du temps. En fait, malheureusement, un homme qui est maintenant méconnu, mais qui a une présence incroyable sur l'écran. Un acteur au nom de Michael Sachs. On met aussi comme acteur aussi un homme qui s'appelle Rob Liebman et Eugene Roche. Des acteurs très 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 potents, en fait, là. Il y a une très grande force dans le jeu, disons, dans ce film. Très rapidement, je vous raconte l'histoire du film de Slaughterhouse-Five. En fait, un titre qui est très mensonger. Slaughterhouse-Five a, à sa sortie le 15 mars 1972, avait été vu un peu comme un film d'horreur à cause de son titre, Slaughterhouse, qui veut dire maison du massacre, la 5e maison du massacre. En fait, c'est une référence à un camp de concentration qu'on retrouvait à Dresden. En fait, l'histoire de ce film tourne autour de cet événement-là, qui est l'emprisonnement d'un jeune GI au nom de Billy Pilgrim, qui se fait prendre par les nazis allemands durant la Deuxième Guerre mondiale et amené à Dresden. Dresden qui est historiquement une des plus grandes attaques aériennes faites sur une ville de l'histoire de la guerre. On évalue le nombre de mortalités à Dresden à être plus haut que le nombre de mortalités à Hiroshima. Donc c'est un endroit très c'est un événement, un taux de mortalité extrêmement haut. Et en fait, l'histoire du film découle de cet événement-là, qui est biographique, en fait. On sait que Kurt Vonnegut a été à la guerre du côté des Alliés en 39-45. Je crois plus qu'il a été drafted en 1943, pris prisonnier en 1944 et libéré en 1945. En fait, il a été pris prisonnier durant le très célèbre Battle of the Bulge, qui inspire des idéaux et des imageries de courage autant que des idéaux et des imageries d'amusement homosexuel. En fait, The Battle of the Bulge est devenu une espèce d'épitome pour pas un épitome, mais disons un homonyme pour les ébats homosexuels. En fait, c'était un vrai combat. Ça s'est passé dans les alentours de Dresden, et Kurt Vonnegut a été pris prisonnier comme son personnage Billy Pilgrim.
En fait, le film étant pas tout à fait une narration linéaire, on retrouve Billy Pilgrim au début du film dans son vieil âge qui s'embarque chez lui lorsque sa fille essaie de rentrer et qui commence la rédaction d'une lettre qui expliquerait qu'il bascule entre le temps et qu'il bascule entre l'espace, en fait, et que dans son vieil âge, il est accepté sur une planète étrange qui lui accorde tous les désirs qu'il a voulu. Et ça devient un très intéressant récit, en fait, entre cette espèce de futur sur la planète Tralfamador, une planète qu'il habite dans une espèce de cage une cage de vitres où il a des meubles et une actrice pornographique qu'il aime beaucoup, qui devient mère d'un de ses enfants, et son chien. En fait, on a cette espèce de voyagement entre trois périodes, soit la période de la vieillesse du personnage de Billy Pilgrim avec sa femme et ses enfants, et sa carrière en tant qu'ophthalmologiste. On a aussi, c'est ça, le retour à la guerre, et on a le futur. Je vais en sortir immédiatement parce que quelque chose qui me rappelle énormément The Fountain. Pour les personnes qui auraient vu le dernier film du réalisateur Darren Aronofsky, qui est reconnu pour avoir fait Requiem for a Dream et Pi. En fait, le film Slaughterhouse-Five me semble comme étant une très large inspiration de ce film The Fountain, qui est lui aussi un triptyque temporel, un peu plus éloigné, celui de The Fountain que celui de Slaughterhouse-Five, mais et qui navigue les histoires et les passions d'un homme. C'est très intéressant à quel point est-ce que ce roman-là, d'abord et avant tout, et ce film après, parle de ce moment d'histoire. Donc, cinématographiquement, Slaughterhouse-Five m'a rappelé énormément The Fountain. Littéralement, en termes de littérature et en termes de scénario, il faut percevoir Slaughterhouse-Five comme étant une expérimentation scientifique qui se rapproche de la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Il y a vraiment énormément de mise en corrélation par rapport à ces deux œuvres-là, que ce soit le film et l'œuvre de Proust ou le livre et l'œuvre de Proust, mais la recherche de la mémoire, la recherche de la temporalité, de la compréhension de ce temps et l'extériorisation par rapport à ce temps-là est pratiquement identique. En fait, on a ce qui pourrait être très, très habilement une œuvre de science-fiction, mais puisqu'elle est habile à ce point-là, on se retrouve aussi avec l'histoire d'un homme qui a vécu périple après périple et désastre après désastre jusqu'à être à la ville de Dresden quand le bombardement arriva. Il survécut. Après ce bombardement-là, la mort de son mentor, qui est Edgar Derby, joué par Eugene Roche. On a 7 autres désastres-là chez lui. La seule influence masculine positive qu'on voit dans le film par rapport au personnage de Billy Pilgrim. Après la guerre, il arrive dans le contexte familial. Au contexte familial, sa femme, Barbara Pilgrim, est continuellement... Il est le meilleur mari possible et elle est continuellement en train de lui rappeler à chaque bonne action qu'il fait qu'elle va perdre du poids pour lui plaire. C'est très intéressant ça, parce qu'on sait que M. Vonnegut est un satiriste, pas un satiriste, disons, un cynique, un cynisme très important dans sa littérature par rapport à la société américaine, et on la voit, la société américaine, je dis ça comme ça parce que c'est la société dans laquelle il vivait malgré sa descendance allemande et tout. C'est un homme qui était très conscient de cette situation américaine. Un autre de ses romans le démontre très bien, soit Breakfast of Champions, et la situation religieuse, Cat's Cradle aussi. C'est un homme qui a baigné dans beaucoup de situations, disons qui a baigné dans beaucoup de thématiques et de situations sociales. Slaughterhouse-Five étant beaucoup plus axé sur la guerre et sur l'indicible, l'invivable. On voit que la psyché de Billy Pilgrim se détruit complètement. Il réussit cet idéal familial. Avec la réussite de cet idéal familial, où il a un beau-père riche qui est un ophtalmologue lui aussi, il développe la carrière, il y a les enfants, il y a la grande maison et tout, embarque dans un avion pour aller dans un congrès d'ophtalmologues à Montréal. L'avion s'écrase comme il l'avait disons, senti, parce que c'est beaucoup plus un instinct qu'une prévision.
Billy Pilgrim ne semble pas réussir à avoir quelque chose de correct. Il part pour la guerre, à la guerre, il se fait bombarder, il rentre chez lui. L'autre idéal américain, le premier idéal américain étant se battre pour sa patrie, fonder la famille, ça marche pas parce que quand il écrase dans l'avion, il survit. En survivant, il met sa femme en panique. Sa femme en panique part en automobile comme une folle, en fait, et finit par endommager son exhaust, son tuyau d'échappement. Le tuyau d'échappement brisé l'empoisonne de monoxyde de carbone, donc sa femme meurt. L'idéal familial est complètement détruit. Il voit son propre fils partir d'un être de rébellion, vraiment un fils qui va contre l'autorité et qui se fout un peu de la famille, de la société et tout. Il voit son fils se transformer à un homme comme lui, un militaire qui veut la famille et tout. Et c'est à ce point-là que l'on bascule dans la troisième partie de la vie de Billy Pilgrim, pardonnez-moi, où il est téléporté dans une planète à 263 milliards de kilomètres, de milles de la Terre, donc très loin en fait, c'est tout ce que je voulais dire, et il est exaucé ses vœux et c'est en fait sur cette planète-là des extraterrestres qui veulent seulement l'analyser là, parce qu'ils sont continuellement en train d'essayer de le faire baiser, mais c'est sur Tralfamadore qu'il enfin trouve son paradis. Et c'est là où il se rend compte, un peu comme Marcel Proust, que le temps n'est qu'une fragmentation de petits événements et que la fragmentation de ces événements-là nous permet de choisir les moments que l'on veut conserver, les bons ou les mauvais. Et c'est rendu là, dans cette petite chambre, dans sa cage de vitre, qu'il se rend compte que sa vie n'était qu'un désastre, qu'il n'était qu'une série de mauvais événements et qu'il avait maintenant le choix de prendre les bons moments avec lui. Les bons moments étant cette actrice, disons plus de série B exploitation plus qu'une actrice pornographique par soi-même, mais c'est elle qu'il fantasme sur et qu'il aime, et son chien. Un peu, moi je trouve que c'est un rappel très beau à Alexandre le Bienheureux, mais c'est tout ce qu'il a de besoin. C'est son chien et une prison de vitre, c'est tout. Et c'est la découverte de la simplicité de l'être humain, comment qu'il n'a de besoin que très peu, et qu'une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'on a besoin, ce peu-là peut nous subsister parfaitement, là, on peut survivre là-dessus. C'est un très très beau film par rapport à ça. Slaughterhouse-Five étant le titre, mais étant aussi la situation de compréhension. Sans Slaughterhouse-Five, le personnage de Billy Pilgrim n'aurait probablement pas compris cette espèce il n'aurait pas eu cette ouverture par rapport au monde et par rapport à sa propre vie. C'est très beau et c'est très intéressant. Donc, je vous laisse immédiatement. Pas je vous laisse, là. On part en musique avec une chanson pas une chanson, une composition de Clint Mansell, de la trame sonore de The Fountain. Je voulais vraiment faire écouter ça aujourd'hui parce que Slaughterhouse-Five me rappelle énormément The Fountain, qui est dû à sortir en location le 17 mai. Donc, on s'en va écouter ça à l'instant et on revient un peu avec la réaction et ainsi de suite, d'autres commentaires sur Slaughterhouse-Five.
Donc, c'était Death is a Disease de la trame sonore de The Fountain. Et on revient pour conclure sur Slaughterhouse 5 de plus... Je dis beaucoup Kurt Vonnegut, en fait, c'est une réalisation de George Roy Hill parce qu'on parle du film et non du livre. Mais on va parler un peu des deux maintenant. En fait, le film a gagné. Je parlais de réception critique, en fait, a reçu le prix du jury, la Palme d'Or pas la Palme d'Or, la Palme du jury de 1972 à Cannes, malgré le fait qu'il a été un flop au box-office. On détermine ça en disant que l'argent qui est rentré est probablement minime par rapport à l'argent qu'il a coûté, malgré que ce soit un film que je vois pas qu'il a pu coûter énormément d'argent, peut-être durant à ce temps-là. Un peu plus pour le roman aussi, le roman qui a reçu le prix prestigieux du Hugo et aussi du Saturn. Il y a une très bonne appréciation littéraire, mais en fait, Kurt Vonnegut a pas mal toujours vécu une acceptation de ses pairs pas mal importante. C'est un homme qui est hautement considéré en littérature américaine, et il l'est encore, à un point tel qu'à l'annonce de sa mort la semaine passée, on a immédiatement plongé sur la question de qui est là pour le remplacer. Est-ce qu'il nous reste un autre cynique américain qui va aussi bien écrire que lui? C'est un débat qui est encore lancé en l'air. Parlant de Kurt Vonnegut, on sait toujours, et l'adage est très vrai pour la plupart des films, mais le film n'est jamais aussi bon que le livre. Mais pour celui-ci, Kurt Vonnegut l'apprécie et a des très belles paroles à dire par rapport à ce film. Il trouve que c'est une très belle adaptation. Il est très satisfait, malgré le fait qu'il n'a pas du tout travaillé dessus. Il n'a rien fait. L'adaptation du scénario a été faite par un autre écrivain. Mais c'est très rare qu'on entend ça à ce point-là, mais le réalisateur a des très belles choses, des choses très douces à dire par rapport à cette adaptation. Il l'aime beaucoup. D'autres personnes sont encore plus outragées. En fait, Kurt Vonnegut est de descendance allemande et on l'a accusé beaucoup d'avoir essayé de rabaisser et d'avoir banalisé plus l'impact de l'Holocauste, évidemment, parce qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale, on parle du point de vue d'un Allemand, et ainsi de suite. On parle du bombardement de Dresden qui victimise un peu plus les Allemands, et ainsi de suite. Donc, il y a eu beaucoup de fustigation, disons, par rapport à ça, qui est un peu dommage. En fait, je pense qu'on est capable d'accepter une œuvre pour qu'est-ce qu'elle est, et non pas tout le temps pour son input sociologique, là. Mais bon, que voulez-vous. On retrouve aussi sur l'Internet plusieurs listes. En fait, il est définitivement dans les 100 meilleurs. Slaughterhouse 5 est considéré dans les 100 meilleurs livres de l'histoire de la littérature américaine. On trouve aussi que Slaughterhouse 5 est 99e en 99e position dans le palmarès de science-fiction du OFCS, le Online Film Critic Society. Donc, il y a vraiment il y a une bonne position. En fait, c'est un film qui n'est pas reconnu. Je crois pas qu'il a encore son espèce de consécration de classique, malgré le fait que les connaisseurs semblent beaucoup l'aimer. Mais c'est toujours quelque chose qui est intéressant à faire ici à l'Antiquaire, c'est de ramener ces films-là puis faire regardez, oubliez pas. Puis il y a encore ça. Puis ça, c'est toujours un classique, malgré que maintenant ça allait 35 ans à peu près. Non, il y a encore une place pour ces films-là. Une des très belles choses que j'ai découvertes sur l'Internet là-dessus, sur le fait que le livre est toujours, disons l'œuvre, on va parler de l'œuvre maintenant, est toujours aussi constante, c'est que cette œuvre-là, Slaughterhouse 5, est une des œuvres les plus référées dans des films pour adolescents. Oui, il y a quelqu'un qui a décidé de toutes les mettre ensemble et s'est rendu compte qu'on réfère énormément à cette œuvre-là dans des films dits à caractère de teens. Des exemples très clairs comme Footloose. On voit que Kevin Bacon, je crois, cite un exemple une fois dans le film. Ma mémoire est pas super bonne pour ça. Mais on entend aussi parler dans Varsity Blues. On entend aussi, c'est vraiment extraordinaire dans... et là, j'oublie les titres et ça, c'est toujours très bon pour moi. C'est pas As Good As It Gets, c'est une autre affaire. Until the Night. Peu importe. C'est toujours... Attendez, je vais le retrouver. Oui, non, vous voyez, je le sais pas. Donc, il y a énormément de références à Vonnegut. Faut que j'ai de la misère. Dans les films pour adolescents. Disturbing Behavior en est un aussi. Donc, on en a beaucoup et c'est
En fait, c'est très intéressant. C'est quelque chose que en lisant, je me suis dit c'est un détail, mais à la base, il est très intéressant parce que c'est un film qui rappelle ce souvenir-là, qui rappelle l'importance des pièces de notre vie. Et définitivement, les films d'adolescents sont basés sur ce canevas-là. La compréhension que la vie n'est que certains moments seront ennuyeux, certains moments seront tragiques et certains moments seront plaisants et qu'il faut les accepter. Si le succès des American Pie est tel, c'est fort à parier à cause de ça. C'est la conscience que on célèbre les moments heureux et on pleure aux moments tristes, mais que ce ne sont que des moments. Et tout le monde a les meilleurs moments de sa vie et les films d'adolescence sont basés sur ce canevas-là, évidemment que l'adolescence est le meilleur moment de la vie. Et c'est vraiment quelque chose que Slaughterhouse met en évidence. On parle de ces moments-là de l'existence. C'est très beau, c'est très bien amené et c'est des très beaux niveaux de compréhension du film. Donc, définitivement, Vonnegut a réussi à démontrer cette œuvre-là, cet aspect philosophique-là dans son œuvre, et on remercie aussi de l'avoir adapté au cinéma parce que ça l'amène une esthétique très particulière du cinéma, beaucoup de coupures. On voit que le réalisateur s'est vraiment donné un effort à être créatif dans ses coupures temporelles. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais que vous remarquiez si jamais vous écoutez le film. Mais les coupures temporelles sont superbes. George R. Hill a vraiment fait des coupures de insert à des bruits, à des situations. C'est vraiment très liquide, ça passe très très bien les transitions, c'est superbe. C'est là-dessus que je vais terminer ma saison du 7e antiquaire avec Slaughterhouse 5. J'aimerais une fois de plus remercier tous les auditeurs. Merci beaucoup pour l'écoute attentive. Je vous souhaite une excellente période de relâche, car nous sommes en relâche ici à Choc FM pour une semaine et je reviendrai dans 2 semaines avec fort à parier House of the Laughing Windows. Donc je vous remercie une fois de plus, je remercie tout le monde qui m'a parlé de cinéma et qui m'a fait découvrir des belles affaires.